Madame, monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. La princesse Diana est morte à l'âge de 36 ans. À l'aube du dimanche 31 août 1997, le monde se réveille hagard en apprenant la disparition brutale de la femme la plus célèbre de son temps, dont la légende vient de se briser dans le tunnel du pont de l'Alma. Le choc, lui, dépasse très largement les frontières de la Grande-Bretagne. Le choc, il est mondial. Personne n'avait envie de parler, personne n'avait envie de sortir. C'est comme si un énorme poids était tombé sur nos têtes. C'est un mythe absolu, c'est la femme la plus photographiée au monde, c'est une tragédie, enfin, on a tous les ingrédients de la légende. Comme Jackie Kennedy ou Marilyn Monroe, elle était une icône et les gens s'identifiaient à elle. Elle était définitivement un modèle pour les femmes de sa génération. Ce que l'histoire retiendra de Diana, c'est l'image de cette femme légendaire qui a insufflé de l'humour, de l'éclat et de la vivacité à la monarchie, une vieille institution un peu poussiéreuse. Elle n'avait que 36 ans quand elle est partie, à peine plus âgée que moi aujourd'hui. Mais avec Harry, nous pensons sincèrement qu'elle vit à travers tous les actes de générosité et de courage qu'elle continue d'inspirer à des milliers de gens aujourd'hui. L'influence de la princesse de Galles continue de souffler aujourd'hui sur le monde caritatif, la mode, les médias, la monarchie et par-dessus tout, sur la vie de ses enfants qui perpétuent avec cœur l'héritage de Diana. « 20 ans déjà que Diana, la princesse de Galles, a disparu. Et pourtant, son étoile étincelante rayonne toujours à travers le monde, tandis que son style et sa modernité n'ont cessé d'influencer le fonctionnement de l'ancestrale monarchie britannique. Par-delà le mythe, les joies et les fêlures intimes qui ont émaillé son destin hors du commun, cette personnalité à nulle autre pareille demeure une source inépuisable d'inspiration pour toute une nouvelle génération qui conserve d'elle l'image d'une princesse libre et indépendante. Aujourd'hui, les princes William et Harry, qui n'avaient respectivement que 15 et 12 ans à la mort de leur mère, incarnent assurément avec Kate, la duchesse de Cambridge, le plus bel héritage de celle que le monde entier aime toujours surnommer la princesse des cœurs. Icône du XXe siècle, cette femme au magnétisme envoûtant impressionne toujours ceux qui l'ont connue. Il y avait dans sa beauté une sorte de lumière qui sortait d'elle-même. Elle était lumineuse. C'est comme si elle avait été habitée par une énergie qui venait d'ailleurs. Pour l'avoir vue, cette femme avait un charisme, avait une aura tout à fait incomparable. Elle avait un charisme tout à fait unique. Quand elle entrait dans une pièce, on ne voyait plus qu'elle. C'était extraordinaire de travailler avec elle. Une femme très honnête qui se confiait facilement, peut-être un peu trop même. Parce qu'elle pouvait se montrer très affable, et puis tout d'un coup, elle se comportait comme votre amie la plus intime et vous disait des choses que vous n'auriez jamais osé demander. Elle aimait être drôle, toujours contente. Je ne l'ai jamais vue triste. C'était un mélange curieux de timidité, de la tête penchée, les yeux un peu de côté. Elle avait un charme souverain. Ce charisme, Diana l'a transmis à ses deux fils, chacun à leur manière. Célébrée pour son port altier et son sourire empreint d'une délicate pudeur, Diana a légué à son fils, le prince William, quelques-uns de ses traits les plus caractéristiques. Il ressemble beaucoup à Diana dans sa timidité. Je pense que c'est quelqu'un de délicat. Il se souvient toujours du prénom des gens, jusqu'à celui de leurs animaux de compagnie même. Il serre les mains de tout le monde. On dirait qu'il est né avec le protocole royal inscrit en lui. Depuis l'enfance, William a toujours été très imprégné par la solennité requise pour son futur rôle de souverain, ce que son petit frère Harry a immédiatement décelé. You know, when Diana was often driving,
Je me souviens d'un jour où Diana conduisait la voiture et les garçons étaient assis à l'arrière avec leur gouvernante. Les enfants se chamaillaient et après qu'Harry se soit fait réprimander par la nounou, il a tenu à faire une déclaration très sérieuse. Il a dit à William « Ok, toi tu seras roi un jour, donc moi je peux faire ce que je veux. » Comme il est le cadet, il peut se permettre d'être encore plus spontané. Ken Wharf se souvient de l'extraordinaire connivence qui lie les Petits Princes depuis toujours. Nous sommes le 3 novembre 1986 au palais de Kensington à Londres. William et Harry jouent dans le salon. Le majordome me présente à Diana pour la première fois. La princesse me dit « Je ne vous envie pas de devoir veiller sur mes enfants, Ken. Ils peuvent être terribles. » William se tourne vers son frère et lui dit « Nous ne sommes pas des enfants terribles, n'est-ce pas, Harry ?» À ce moment-là, Harry jette un vase sur le sol. William éclate de rire et ils filent tous les deux. Diana leur dit « Venez ici » et ils se faufilent dans mes jambes en courant et disparaissent sans que j'aie même eu le temps de réagir. Dans le cocon du palais de leur enfance, les deux frères sont choyés par l'amour inconditionnel de leur mère. Elle dépensait toute son énergie à l'éducation de ses enfants. Ils passaient vraiment du bon temps ensemble. Elle les emmenait au restaurant et au supermarché. Ils pouvaient sortir chez des amis et aussi inviter des amis au palais. Et quand Harry s'ennuie, Ken est la cible favorite du petit prince farceur. Un soir, je me faisais couler un bain avant d'accompagner la princesse à une soirée. Et Harry, qui devait avoir 7 ans, a demandé au chef du palais un colorant alimentaire. J'arrive dans ma salle de bain, mais je découvre Harry en train de déverser une sauce rouge dans mon bain. Ça l'a fait beaucoup rire. Il était blagueur. Lui était très casse-cou, donc aimait bien provoquer d'ailleurs son frère. Tu n'oses pas faire ça, moi j'y vais. Tirer la langue au journaliste, alors que William en avait peur, lui, il avait peur de rien. Diana m'a dit que William a toujours été un peu vieux. Elle l'appelait mon petit vieux d'ailleurs. Finalement, les deux garçons réalisent la synthèse de ce qu'était leur mère. Il y en a un qui est en effet plus méfiant, plus à distance, plus retenu, et puis l'autre qui va vers le peuple avec beaucoup de fantaisie. L'héritier de Diana, à 100% au point de vue du caractère, c'est Harry. Parce que alors lui, il y a un charisme fou, il y a une empathie immédiate, il y a un sens de l'improvisation même quand il fait un discours. Bonsoir à tous et merci d'être là ce soir. Je ne sais pas qui a fait le plan de table, mais je suis assis entre deux hommes. Alors qu'en venant ici, je pensais que j'allais me retrouver seul au milieu d'une centaine de femmes. Bon, tant pis. Harry est toujours très spontané, comme l'a été sa mère toute sa vie, et il est très tactile. On a vu Harry prendre Michelle Obama dans ses bras. Bon, personne ne prend Michelle Obama dans ses bras. Et il a vraiment le cœur sur la main. Aujourd'hui, Harry est la véritable étoile montante au sein de la famille. En passe de devenir aussi populaire que sa mère, cette luminosité dont Harry a hérité n'est pourtant pas suffisante pour caractériser Diana. Il y avait chez elle aussi une face plus tourmentée, plus sombre, plus difficile à appréhender, profondément influencée par les traumatismes, les chagrins, les événements douloureux qu'elle a vécus pendant son enfance. De cette enfance passée au domaine royal de Sandringham, dans le comté de Norfolk, au nord de Londres, Diana conserve des stigmates. La petite fille voit le jour le 1er juillet 1961. Lorsqu'elle naît, Diana a déjà 2 sœurs aînées, Jane et Sarah, mais sa naissance suit de très près un événement qui a été extrêmement douloureux pour ses parents, Frances et Johnny Spencer, puisqu'ils ont perdu avant elle un bébé, un petit garçon qui n'a vécu que quelques heures et qui était l'héritier des Spencer, tant espéré, tant désiré par ses parents. Donc Diana naît dans un contexte un peu perturbé, très douloureux, dont elle-même va se sentir plus ou moins consciemment responsable. Diana Spencer descend d'une des plus anciennes familles aristocratiques d'Angleterre, grâce à quoi William est aujourd'hui le plus britannique des héritiers du trône depuis des siècles, la famille royale étant d'origine allemande. Dès son plus jeune âge, Diana fréquente la famille régnante.
Un des proches de la reine Elisabeth racontera par la suite avoir un jour fait éruption dans l'un des salons du château de Sandringham et trouvé la reine en train de jouer à cache-cache avec le prince Andrew et Diana, qui à l'époque ont 5 et 6 ans respectivement. Diana connaît le quotidien qui est celui d'à peu près tous les enfants des grandes familles aristocratiques, que ces gouvernantes décrivent comme douces, aimant la musique, aimant danser, une petite fille enjouée. Mais la gaieté naturelle de Diana est assombrie par une atmosphère familiale pesante. Son père et sa mère s'entendent mal, il va y avoir des disputes violentes entre eux. Il est encore très très jeune lorsque sa mère s'en va, sans même prévenir en fait finalement ses enfants. Frances, qui est encore jeune à l'époque, même si elle est déjà mère de 4 enfants, va tomber amoureuse d'un autre homme, quitter son mari. Diana s'est toujours souvenue du jour où sa mère a quitté la maison. Elle était assise sur le rebord des marches. Elle se rappelait du bruit des graviers sous les pas de sa mère. Elle était convaincue que ça a été le moment où sa vie a été brisée. Elle arrête de parler, elle arrête de se nourrir, elle dort mal. La nuit d'ailleurs, elle dit qu'elle entend son petit frère Charles sangloter dans son lit en appelant leur mère. Il y a chez elle un traumatisme qui s'installe. Le départ brutal de sa mère fait naître une grande proximité entre Diana et son père, Johnny Spencer, un homme doux qui supplante l'absence maternelle par l'amour inconditionnel qu'il donne à ses enfants. C'est cette même affection filiale débordante que Diana transmettra à son tour à ses propres enfants et dont William comble désormais le prince George et la princesse Charlotte. Pour Diana, l'adolescence et son lot d'insécurité s'avèrent une période douloureuse. Sa peur viscérale de l'abandon se manifeste lorsque son père se remarie avec Jane, la fille de l'excentrique autant qu'extravagante écrivain Barbara Cartland. Jane Spencer, à l'époque, c'est une très belle femme, très distinguée, mais un peu froide, un peu distante. Les 4 enfants la détestaient. Ils ont été très durs avec elle. Les enfants Spencer affublent leur belle-mère d'un amer surnom, Acid Rain, qu'on peut traduire par pluie acide. Il va y avoir des scènes assez conflictuelles, très compliquées même entre Diana et son père. Elle va lui dire « mais de toute façon, nous ne l'aimerons jamais ». Et son père va lui dire « mais vous apprendrez à l'aimer comme moi j'ai appris à l'aimer ». Et là, elle va le gifler en lui disant « mais bien ça c'est de notre part, à nous 3 ». Ce ne sont que des années après que Diana a réalisé qu'elle avait quelque chose en commun avec Rain, qui était leur amour pour Johnny Spencer. Elle m'a confié un jour, Rain est comme une mère, bien plus que ma propre mère. La dernière fois que j'ai vu Diana, nous sommes descendus dans son bureau et il y avait un magazine avec une photo de sa mère en couverture. Et elle a pris le magazine, l'a retourné en ajoutant « Je ne veux pas la voir ». Traumatisée par la désertion de sa mère et par une vie familiale chaotique, à l'aube de ses 18 ans, la future princesse de Galles peine à poursuivre des études. Elle n'a jamais réussi à décrocher ce qu'on appelle là-bas les O-levels, qui est un diplôme 2 ou 3 ans avant le bac. Mais ce n'est pas parce que Diana n'a pas les capacités intellectuelles pour passer des diplômes, c'est simplement parce que c'est une jeune fille qui ne fait que ce qu'elle a envie de faire. Farouchement décidée à tracer sa propre voie, Diana se réfugie à Londres, où elle s'occupe en faisant plusieurs petits métiers. On est face à une jeune fille qui ne sait pas du tout à quoi se destiner. Donc effectivement, elle fait un peu de ménage chez sa sœur, qui la traite pas très bien, dit-on, qui lui fait faire la lessive de repassage pour un salaire horaire de misère. Et puis, de l'autre côté, elle commence à garder des enfants. En fait, c'est au contact des enfants en bas âge qu'elle va se rendre compte qu'elle a avec eux une facilité de relation, une empathie. Ce lien si fort avec les plus petits agira sur Diana comme une révélation. Comme si elle soignait les douleurs de sa propre enfance, Diana montre un don certain à communiquer avec les enfants qu'elle semble comprendre instinctivement et dont elle se fera une vibrante porte-parole tout au long de sa vie. Si on fait le maximum pour donner aux enfants toute l'affection dont ils ont besoin, je crois sincèrement que cela peut grandement les aider. Et pour prolonger son implication en faveur des enfants, aujourd'hui, les princes William et Harry soutiennent activement une association qui porte le nom de leur mère, le Diana Award. Sous leur parrainage, l'association récompense chaque année des jeunes,
investie dans diverses actions caritatives. Le Diana Award est une fondation créée en souvenir de l'engagement de la princesse Diana. Notre mission est d'encourager et soutenir des jeunes gens qui s'engagent dans le bénévolat. Et nous leur donnons les moyens dont ils ont besoin pour poursuivre leurs actions. Notre mère a dit un jour que si nous nous engageons tous à valoriser et à encourager les enfants, les résultats en seront extraordinaires. Harry, il a cette facilité de contact avec les enfants qu'il a très nettement hérité de sa mère. Il parle avec eux, il les prend dans ses bras, il les prend sur ses genoux, il se met à leur hauteur, il se met à genoux, il s'accroupit à côté d'eux. Son action auprès des jeunes générations, Diana va pouvoir la mener à l'échelle internationale, grâce à une rencontre qui va bouleverser son destin à tout jamais lors d'un week-end à Althorp, la propriété historique familiale des Spencer, où le sémillant prince de Galles est invité à passer quelques jours au printemps 1977. À bientôt 30 ans, le prince Charles est prié par ses parents de trouver sa future reine. Il multiplie les liaisons avec des jeunes femmes bien nées sans véritablement s'attacher. À l'époque, c'est l'une des sœurs aînées de Diana, Lady Sarah, qui vit une idylle avec le prince Charles. Avec Sarah, ça tourne court assez vite. Elle voit bien qu'il n'est pas extrêmement amoureux d'elle. Et puis elle se dit, oh là là, moi je connais bien les Windsor, c'est quand même une vie pas simple, donc elle-même n'est pas très accrochée. Et c'est à ce moment-là que le prince découvre avec étonnement, avec amusement, cette jeune fille qui lui manifeste tant d'intérêt, mais un intérêt sincère. L'une de ses anciennes enseignantes dira oui, elle ne parlait plus que de lui, elle avait affiché des photos de lui dans sa chambre. On voyait bien qu'il y avait eu un début de coup de foudre, en fait, de la part de cette jeune fille. Sous le charme de l'héritier du trône, Lady Diana Spencer retrouve le prince Charles 3 ans plus tard, lors d'un week-end à la campagne chez des amis communs. À un moment, ils se retrouvent un peu tous les deux tout seuls, à l'écart, et elle va lui parler des funérailles de Lord Mountbatten, le grand-oncle du prince Charles, qui a été longtemps son mentor, son confident, quelqu'un qui a beaucoup compté dans sa vie. Et elle va lui dire, je vous ai vu l'autre jour, il y a quelque temps, à la télévision, et voir votre visage, ça m'a beaucoup frappé. J'ai vu combien vous aviez l'air triste. Il faudrait que vous ayez quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui s'occupe de vous. Et lui, il a compris comme ça. Elle va s'occuper de moi, me protéger, me rassurer, parce que c'est un grand inquiet, Charles. Diana a toujours pensé qu'un destin extraordinaire l'attendait. Elle était persuadée, effectivement, d'avoir un destin extraordinaire, même si elle ne savait pas lequel. Elle avait raison, d'ailleurs. Ça, pour le coup, son instinct, qui était très sûr, ne l'a pas trompée sur ce point. Elle était très ambitieuse et je crois qu'elle voulait plus que tout épouser le prince de Galles. Elle disait « j'ai attrapé un gros poisson ». Elle le surnommait le gros poisson. Mais on est dans le syndrome du conte de fées, quand même, un petit peu. Diana réalise son rêve de conte de fées. Le 24 février 1981, la presse est convoquée dans les jardins du palais de Buckingham pour être présentée officiellement à la fiancée du prince de Galles. 30 ans plus tard, le 17 novembre 2010, lorsque William et Catherine Middleton annoncent leur fiançailles, certaines similitudes frappent les esprits. La future duchesse de Cambridge se présente devant les journalistes dans une robe bleue dont le bleu justement rappelle étrangement le bleu du tailleur que Diana arborait. Mais le scintillement bleu qui attire tous les regards, c'est le saphir que Kate porte à son annulaire gauche et que chacun reconnaît avec surprise. Il s'agit bel et bien de la bague de fiançailles offerte par Charles à Diana. Cette bague est tout de même symbolique, emblématique d'un mariage qui s'est mal terminé. Moi, ça m'aurait fait un peu peur, mais enfin bon. Mais je pense que c'était une marque de fidélité, d'amour de sa mère. Il ne pouvait pas donner à sa fiancée une preuve plus grande d'amour que lui donner cette relique qui venait de sa mère adorée. Comme vous l'aurez remarqué, il s'agit de la bague de fiançailles de ma mère. C'est un bijou qui m'est évidemment particulièrement précieux, d'autant plus qu'il nous unit désormais. Et c'est ma façon aussi de saluer la mémoire de ma mère, de l'associer à notre bonheur, maintenant que nous allons passer notre vie ensemble. Mais tandis que William et Kate répondent avec complicité aux questions des journalistes, la première interview de Charles et Diana laisse paraître un certain malaise au sein du couple. Nous sommes très heureux et je suis agréablement surpris qu'elle ait eu le courage de m'épouser. Et je suppose que vous vous aimez ? Oh, bien sûr.
Quoi que l'amour puisse bien vouloir dire. Je suis sûre que le prince Charles a regretté 1000 fois d'avoir prononcé cette phrase, quoi que l'amour puisse bien vouloir dire. Diana avouera bien plus tard avoir été abasourdie par cette réponse qui commence à la faire douter de la sincérité des sentiments de son fiancé. Diana s'était fait une certaine idée du prince charmant qui ne correspondait pas du tout à Charles. Et quand elle a découvert qui il était vraiment, elle a été très déçue. C'est à cette période que la future mariée découvre avec stupeur la correspondance affectueuse que Charles entretient avec Mrs. Camilla Parker Bowles, une ancienne conquête avec qui il n'a pu se marier, Camilla n'étant pas d'ascendance aristocratique comme le voulait la coutume royale. Le prince de Galles demeure très épris de Camilla, avec qui il partage le goût de l'équitation et de la nature. Fragilisée par cette découverte, Diana vacille sous la pression des photographes. Il y a cette anecdote sur un terrain où on la voit d'un seul coup se lever de sa chaise, s'enfuir, le visage ruisselant de larmes et trouver refuge dans l'Aston Martin du prince Charles. Quelques jours seulement après cette déconvenue en public, Diana trouve par hasard dans les affaires de son fiancé un bracelet gravé d'un G et d'un F entrelacés. Gladys et Fred sont les surnoms que se donnent Charles et Camilla pour échanger incognito. La future princesse de Galles craque à nouveau devant les caméras. Il a rompu avec Camilla, mais ils resteront amis. Quand il dit justement « je t'aimerai toujours », il l'aimera toujours, il ne cesse pas de l'aimer. Confuse, Diana fait part de ses doutes à ses proches, quelques heures avant ces noces tant attendues du monde entier. Ses sœurs lui ont dit « Trop tard, Dutch, ton visage est imprimé sur tous les mugs ». Dutch, c'était son surnom pour duchesse. Et puis elle est allée voir son père qui lui a dit « Tout ira bien, ma chérie ». Malgré tout, le 29 juillet 1981, le mariage a lieu en la cathédrale Saint-Paul de Londres. Ce qui est très frappant, c'est de voir qu'à 30 années d'intervalle, Diana et son fils aîné, le prince William, vont faire chacun ce qu'on va appeler le mariage du siècle. En 81, Diana épouse l'héritier du trône sous les yeux de 750 millions de téléspectateurs, ce qui est considérable à l'époque. En avril 2011, William, lui, épouse Kate Middleton sous les yeux, lui, d'un peu plus de 2 milliards de téléspectateurs. Mais le jeu de la comparaison connaît ses limites. Le prince William a tiré les leçons du mariage malheureux de ses parents. Il épouse une jeune femme de son âge, quand 13 ans séparaient le prince et la princesse de Galles, et surtout, William côtoie Kate depuis plusieurs années, tandis que Charles et Diana ne s'étaient vus qu'une dizaine de fois durant leurs fiançailles. Il a voulu faire le contraire, effectivement, de ce qu'a fait son père, c'est-à-dire être certain que c'était la bonne, que les sentiments étaient partagés, qu'ils étaient forts, qu'ils étaient solides. Faire un mariage, finalement, d'amour. William a bien vécu, il a eu multiplié les petites amies, il a choisi probablement celle qui lui apportait, en effet, la sécurité affective, émotionnelle, et sans doute forte de l'expérience dramatique de Diana. Il a fallu ce temps pour que la reine accepte aussi que William choisisse une femme qu'il aime vraiment, même si cette femme est une roturière. Sa volonté de s'affranchir de certaines règles traditionnelles de la monarchie britannique, le prince William la puise dans l'exemple de sa mère. Et pour saluer sa mémoire, le prince multiplie les hommages symboliques lors de ses apparitions publiques. Comme ce 24 juillet 2013, lorsqu'il se présente sur les marches de la clinique aux côtés de son épouse pour présenter leur fils, le prince George. La duchesse de Cambridge apparaît dans une robe à pois qui rappelle celle que portait Diana à la naissance de William. Et puis en juillet 2014, William et Kate choisissent de faire du jour du baptême de leur fille cadette la journée de tous les symboles. Il y a d'abord évidemment ce prénom, Charlotte Elisabeth Diana, qui est un vibrant hommage à la princesse de Galles, et jusqu'au choix de l'église, bien sûr. L'église Sainte-Marie-Madeleine de Sandringham, qui est là où Diana elle-même a été baptisée enfant autrefois. Diana aurait été une grand-mère formidable, car elle adorait les enfants. C'était sa raison d'être. William a récemment confié combien il est peiné que sa mère ne puisse pas connaître ses enfants. Pour chaque décision concernant leur éducation, il convoque la modernité du style de Diana, à rebours du protocole. C'est Diana qui avait imposé la venue de William lors d'un séjour en Australie en 1983, alors qu'il n'était âgé que de quelques mois. À son tour, le prince William emmène régulièrement ses enfants dans ses voyages officiels.
Malgré son jeune âge, le petit prince George a déjà fait le tour du monde, quasiment, puisqu'il est déjà allé en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada. Et il a aussi été beaucoup vu en compagnie des grands de ce monde. Alors on l'a vu plutôt sage et plutôt souriant avec Barack Obama, un peu plus réservé avec le Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Il n'y a aucune autre famille princière qui fasse rêver autant que la famille d'Angleterre aujourd'hui. Tout comme leur illustre grand-mère, autrefois insufflait une véritable Diana-mania, George et Charlotte suscitent l'engouement des médias et du public. Diana était une figure extrêmement inspirante pour tout le royaume. On sait qu'elle a rapporté des millions à la couronne britannique. Et en cela, Kate, William et puis les enfants, George et Charlotte, sont aussi dans la lignée de cet héritage. On sait aussi à quel point Charlotte est déjà devenue une icône. On voit bien que sur Instagram, chaque tenue de Charlotte est disséquée dans l'instant. C'est un business qui fonctionne extrêmement bien. Quand la duchesse de Cambridge porte une robe, elle se vend quasiment immédiatement. Et quand elle habille le prince George ou la princesse Charlotte, leurs vêtements se vendent également instantanément. Quand une marque vend un produit promu par la famille royale, des vêtements, des jouets, une poussette et tout ce qu'ils peuvent utiliser, certains produits se vendent si vite qu'ils sont en rupture de stock en un rien de temps. Nous avons calculé que la princesse Charlotte génère environ 115 millions d'euros par an dans l'économie britannique. Et son frère, le prince George, engendre lui environ 85 millions d'euros. Cette image familiale de bonheur parfait, génératrice de tant de profits, le prince William la cultive savamment, lui qui, durant son enfance, a souffert d'assister à la dégradation du couple de ses parents. Son enfance est douloureusement marquée par les scènes de ménage, les disputes qui opposent ses parents à un rythme presque quotidien. Il est souvent pris à témoin d'ailleurs par sa mère qui le considère un peu comme un confident en dépit de son jeune âge. Tout ça évidemment l'a profondément marqué. La situation s'est envenimée petit à petit. Charles appelait Camilla de plus en plus souvent et ça a été extrêmement difficile pour Diana de voir son mari accroché au téléphone en permanence avec une autre femme. Et quand le prince Charles évoque publiquement leur mariage, Diana esquisse une moue perplexe. À l'époque de nos fiançailles, tout le monde me souhaitait bonne chance et me disait combien j'étais chanceux d'être fiancé à une si jolie jeune femme et par chance, j'ai eu le bonheur de l'épouser. C'est fou ce que peuvent faire les femmes dans votre dos. Quand elle se rend compte que ce mari continue sa liaison avec Camilla Parker Bowles, là, elle se venge, et là, son plus grand génie, c'est d'occulter son mari. La véritable révolution des années Diana, c'est avant tout la révolution médiatique qui a permis à ce personnage d'acquérir l'importance, une prédominance que l'on sait. Dès qu'il voyageait, l'attention de tous les médias était braquée sur elle, et pas sur lui. C'est la première royauté qui est devenue une telle star, comme une pop star. Le prince Charles réalise avec un humour très british la popularité incendiaire de sa jeune épouse au cours d'un voyage en Australie. J'en suis venu à la conclusion que c'eût été bien plus facile d'avoir deux épouses. Chacune marchant de part et d'autre dans la rue, et moi au milieu, dirigeant les opérations. Le prince Charles ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Le public se désintéressait de lui. Elle avait senti, avant beaucoup d'autres, que la célébrité, finalement, serait le phénomène qui captiverait absolument tout le monde au XXIe siècle, que ça serait vraiment une clé de définition de notre siècle actuel. Et puis, c'est finalement la première icône glamour qui a vécu au temps du multimédia mondialisé. L'événement médiatique qui va propulser la princesse de Galles au firmament de sa popularité se produit lors d'une visite officielle du couple royal aux États-Unis en 1985. Le soir de la réception donnée par le président Reagan à la Maison-Blanche, Diana immortalise devant les photographes quelques pas de danse.
avec l'acteur mythique de La Fièvre du samedi soir. On va retenir une seule chose, c'est John Travolta et la princesse de Galles qui dansent ensemble. Charles à la trappe. Les entretiens qu'il a pu avoir avec le président des États-Unis, rien du tout. Ce qui est quand même très paradoxal dans tout ça, c'est que plus le marasme conjugal qu'elle connaît est important, plus elle est belle. Poussée par le désir de vengeance, le revenge body comme on dit aujourd'hui, elle le sculpte ce corps, elle se découvre finalement une silhouette absolument spectaculaire. Je pense que c'est en effet l'histoire d'une émancipation intime. C'est une femme qu'on dit vierge au moment de son mariage, qui se révèle une femme conquérante, une femme séduisante, une femme qui finalement découvre son sex appeal face caméra. Des débuts très timorés, godiches, jeune fille, timide, effacée avec des jupes à mi-mollet, des grandes blouses informes, des cols Claudine, enfin un registre vraiment limite ringard, niaiseux. Et puis au fur et à mesure, elle s'est en effet émancipée par le vêtement. Et du coup, les jupes se sont raccourcies, les décolletés ont été un peu plus plongeants. Jacques Azaguri, l'un des couturiers favoris à Londres de Diana, compte parmi ceux lui ayant confectionné les robes mythiques, restées gravées dans toutes les mémoires. Quand la princesse venait me voir ici, c'était toujours quand elle avait une soirée en tête. Chaque robe était bien pensée pour la soirée. C'était pas une robe qu'elle a prise juste comme ça. Elle savait ce que ça allait dire, ce que ça allait faire. Par son apparence, Diana communique ses états d'âme. Et plus son mari la délaisse, plus la princesse mal aimée dévoile sa séduisante et avantageuse anatomie. Ça, c'était la robe préférée à la princesse, la petite robe bleue. En ce temps-là, elle était un peu bronzée. La robe était la couleur vraiment de ses yeux. C'était la robe parfaite pour elle. Mais elle savait qu'elle était assez décolletée et assez courte. Elle voulait aller plus court que ça, mais on a dit non, ce n'est vraiment pas possible d'aller plus court que ça. Et elle m'écoutait, bien sûr. Elle a aimé cette petite robe bleue tellement que je me suis décidé de lui faire un petit cadeau pour son anniversaire. Et je lui ai fait la même robe, mais en noir. Elle a adoré cette robe. Cher Jacques, j'étais absolument ravi d'avoir reçu une si belle robe pour mon anniversaire. Je te remercie. Lots of love, Diana. La princesse de Galles a bousculé les codes de la mode et révolutionné le vestiaire royal traditionnel en portant des robes noires dès le début de son mariage, une couleur jusqu'ici réservée exclusivement au deuil dans les familles royales. Désormais, grâce à Diana, le noir sublime la duchesse de Cambridge comme nombre des princesses de sa génération. Chez les princesses et les premières dames qui l'ont suivie, il y a certainement eu une influence. Diana a certainement contribué à libérer une forme de spontanéité, à modifier aussi l'apparence vestimentaire, plus étudiée, plus personnelle. Par leur chic naturel et leur personnalité spontanée, aujourd'hui, les reines Laetitia d'Espagne et Maxima des Pays-Bas rappellent la liberté du style de Diana. Pour les couturiers contemporains, Diana s'avère également un modèle inspirant. Les créateurs qui aujourd'hui sont à la tête des maisons de mode sont des jeunes gens qui ont peut-être entre 25 et 40 ans et qui ont passé leur enfance ou leur adolescence dans ce culte de Diana. Demna Gvasalia, qui est le styliste de Balenciaga et de vêtements, il est marqué par ça, il l'a ressuscité régulièrement récemment, mais on peut dire aussi Nicolas Ghesquière chez Vuitton, on peut dire Jacques Mus. Au début des années 90, Diana se sert de ses robes comme d'une arme de protection, autant que de séduction. Elle avait beau être l'une des plus belles femmes du monde, elle ne se voyait pas ainsi. Elle flirtait avec des hommes, elle avait un réel pouvoir sur les hommes. Mais le seul sur lequel elle n'en avait pas, c'était son mari. Et ça, c'est le drame de ce couple. En quête désespérée d'amour, Diana aurait entamé plusieurs romances sans lendemain. Je ne pense pas qu'elle courait après une sexualité effrénée. Elle voulait juste être aimée.
De son propre aveu, c'est dans les bras d'un ancien partenaire de polo du prince de Galles, le capitaine James Hewitt, que Diana se console pendant 4 ans. Une romance qui pèsera sur la vie du prince Harry, puisqu'une rumeur persistante colportera que James Hewitt est son père naturel, ce que l'ancien amant de Diana a formellement démenti récemment, ayant rencontré Diana 3 ans après la naissance du petit prince. Lassée, Diana se détache peu à peu de son amant. Sa seule obsession, c'est sa rivale Camilla, qu'elle décide d'affronter lors d'une soirée privée. J'ai entendu qu'on criait mon nom dans le couloir. C'était Diana. Je me suis levé et je lui ai dit « Que se passe-t-il, madame ?» Elle m'a répondu « Je ne trouve pas mon mari et je ne vois pas Camilla non plus. Faut qu'on aille les chercher. » On les a trouvés dans le sous-sol de la maison, assis l'un à côté de l'autre. Diana s'est immédiatement dirigée vers Camilla. Le prince semblait très nerveux. Et Camilla a dit quelque chose de très étrange. Elle a dit « Quel est le problème? Tu as 2 merveilleux petits garçons. » Je n'ai jamais compris ce qu'elle a voulu dire par là. Quelques minutes plus tard, nous sommes repartis vers le palais de Kensington et elle n'a pas dit un mot pendant tout le trajet. Diana va vivre la désagrégation progressive de son mariage comme un effondrement intérieur qui va se traduire par des périodes d'anorexie, boulimie qui vont parfois prendre des proportions très inquiétante. On ne choisit pas d'avoir des troubles alimentaires, c'est une espèce de réaction, on pourrait dire, réflexe, et c'est probablement la seule forme de révolte que la princesse de Galles pouvait se permettre. La boulimie, c'est une façon formidable d'empêcher les angoisses, d'empêcher les pensées noires. Après, on va vomir, ça secoue l'organisme, ça secoue le corps, et on est épuisé. Seule, face à sa maladie invisible de son entourage, Diana suit une thérapie en secret pendant plusieurs années. À sa guérison, la princesse décide d'évoquer ouvertement ses troubles alimentaires afin d'alerter l'opinion publique sur les ravages de ce mal honteux. Les troubles alimentaires, que ce soit l'anorexie ou la boulimie, montrent comment les individus transforment la nourriture en une douloureuse automutilation. Évidemment, cela cache des problèmes bien plus graves que de simples préoccupations narcissiques. Vous savez qu'en Angleterre, le nombre des boulimies a officiellement augmenté après que la princesse Diana ait déclaré sa boulimie. En réalité, ce n'est pas l'incidence de la boulimie qui a augmenté, c'est les déclarations. Du vivant de Diana, une forme d'identification s'est créée avec des femmes du monde entier, toutes générations confondues. Je pense que Diana incarne l'émancipation de la femme de notre temps. Elle était toujours sur le devant de la scène, elle travaillait dur et elle était aussi une mère. Par ce besoin irrépressible de s'exprimer librement et de briser les chaînes des tabous, Diana bouscule l'institution monarchique. Elle inaugure une nouvelle ère. Pour la première fois, pour une Altesse royale, il n'est plus indécent d'exprimer une souffrance, un chagrin. Marqués par l'exemple de leur mère qui a rompu la loi du silence au sein de la famille régnante, le prince William, son épouse Kate et son frère Harry ont lancé il y a quelques mois une vaste campagne intitulée Heads Together qui incite les gens à parler pour mieux affronter leurs difficultés psychologiques. Certains ne sont pas aussi chanceux que vous, qui avez pu partager tant de choses ensemble. Tu sais, nous avons grandi très proches l'un de l'autre à cause des circonstances. Nous sommes particulièrement liés à cause de ce que nous avons traversé ensemble. Mais au fil des années, nous n'avons pas assez parlé de notre mère, tous les deux. Non, pas assez. C'est cette campagne qui vous fait réaliser cela? Oui, tout à fait. Je pense que le malheur et l'horreur qu'ont pu vivre ces 2 garçons les unit à tout jamais. Je crois qu'ils sont les seuls à se comprendre. Diana est morte il y a 20 ans, mais on sent très bien que chez William et Harry, le choc est toujours présent, ils sont toujours à fleur de peau. Je me demande tous les jours ce que serait sa vie aujourd'hui, ce qu'elle nous dirait, si elle continuerait à faire rire tout le monde. Je pense encore beaucoup à elle. Au printemps dernier, le prince Harry est le premier à faire part de ses souffrances intimes lors d'un entretien inédit à la radio anglaise.
J'ai perdu ma mère à l'âge de 12 ans. Ça a été un chaos total. Et j'ai étouffé toutes mes émotions pendant les 20 ans qui ont suivi. Ce qui a eu un effet dévastateur sur ma vie privée et sur mon travail aussi. Et puis, il y a seulement 3 ans, mon frère et quelques amis m'ont fait réaliser qu'il fallait que je me fasse aider. Car jusqu'ici, je me cachais la tête dans le sable. Après tout, pourquoi penser à ma mère? Ça me rendait juste triste, et ça n'allait certainement pas la faire revenir. Et je refusais de me laisser envahir par les émotions. Et puis j'ai commencé à faire un travail de deuil que je n'avais jamais entrepris, et je me suis rendu compte de tout ce que je devais résoudre. Grâce à sa psychothérapie, le prince Harry a réalisé qu'il devait renouer avec sa mère, en pensée et en parole. Ces dernières semaines, il est même devenu le meilleur ambassadeur de l'épanouissement personnel en Grande-Bretagne. Quand on travaille sur soi pour se sentir mieux dans sa peau, pour avoir un esprit sain dans un corps sain, imaginez tout ce qu'on peut accomplir. De nature plus réservée que son cadet, le prince William semble pourtant lui aussi avoir opéré une mue intérieure. Il s'est refusé à parler de sa mère aux médias pendant de très longues années. Ce n'est que tout récemment que William a à nouveau prononcé le nom de sa mère en public. Comme j'en ai fait l'expérience à la mort de ma mère, le deuil est la plus douloureuse épreuve qu'un enfant ou un parent puisse subir. Et ces derniers mois, il y a comme un basculement qui s'est produit. C'est-à-dire qu'on voit ressurgir chez lui ce qui est profondément l'influence de sa mère. Une envie de s'exprimer, une envie de se raconter, de dire des choses, une envie de se montrer tel qu'il se ressent sans doute très profondément. L'important quand on traverse une telle épreuve, qui arrive à beaucoup de gens, c'est d'avoir conscience de l'état de sa santé mentale. C'est très facile de se voiler la face, de fuir, mais à un moment donné, il faut avoir le courage de parler. Se connaître et se réaliser pour mieux se dévouer aux autres. Telle est la conception du devoir royal des deux princes. Tout ce qu'ils font, c'est ce que faisait leur mère. Ils sont totalement investis dans leurs œuvres caritatives. Ils sont doués pour ça. Ils sont vraiment la copie conforme de leur mère. Quelque part, je pense qu'elle a révolutionné la monarchie anglaise, révolutionné la monarchie en général. Jusqu'alors, si vous voulez, les monarchies fonctionnaient presque sur l'acquis. On avait un rôle à faire, on faisait ci, on faisait ça, on a un programme, tout ça. Soudain, tout le monde s'est demandé, oui, mais bon, tout ça, ça mène où? Et qu'est-ce qu'on attend de nous? Et c'est là où le génie de Diana, c'est qu'elle a répondu à ces questions. En fait, ce qu'on attend d'une monarchie, ce qu'on attend des princes, des rois, des princesses, c'est la compassion et l'humanité. Et elle l'a très, très, très bien compris. Et ça va permettre à toutes les personnes qu'elle rencontre de s'identifier à elle d'une manière absolument unique, en fait, dans l'histoire moderne des monarchies européennes. Elle m'a dit un jour qu'elle regardait les séries à la télé, de sorte que quand elle visitait des malades à l'hôpital, ça faisait un bon sujet de conversation. Elle réfléchissait à ce qu'elle faisait. Cette implication demande bien plus que de la bonté. Il s'agit de donner vraiment de sa personne. Au milieu des années 80, lorsque le virus du sida se propage dans le monde entier en provoquant des milliers de morts, la princesse de Galles est l'une des toutes premières personnalités à se rendre au chevet des malades. Elle se mettait dans la peau de ceux qui avaient contracté le virus du sida. Et elle brisait tous les préjugés qui prévalaient à l'époque. Comme cette idée qu'on ne pouvait pas toucher, ni même être dans la même pièce qu'une personne contaminée. Diana fait plus à elle seule, et en l'espace de quelques minutes, que toutes les campagnes de sensibilisation du monde. Quand ma mère serrait la main d'un homme mourant du sida dans un hôpital londonien, personne n'aurait pu prédire que 25 ans plus tard, des traitements permettraient aux personnes séropositives de vivre normalement. Pour Harry, ce travail au service des personnes qui vivent avec le VIH, qui tenait tant à cœur à sa mère, il le reprend aujourd'hui à son compte. Récemment, c'est un autre engagement phare de Diana que le prince Harry a tenu à saluer, non sans une certaine émotion. En août 1997, ma mère s'est rendue en Bosnie où elle a rencontré 2 jeunes garçons,
un musulman et un serbe, qui avaient tous les deux perdu leurs jambes à cause des mines antipersonnelles. Quand ma mère leur a dit au revoir quelques jours seulement avant sa disparition, elle leur a dit qu'ils ne seraient pas oubliés. S'il vous plaît, aidez-moi à tenir la promesse qu'elle a faite à Zarqa et à Malek. Personne n'a oublié ces images, ces photos extrêmement frappantes de la princesse en tenue de protection, avançant seule en Angola sur un chemin au milieu d'un terrain récemment déminé. Ayant vu de mes yeux les dommages atroces causés par les mines antipersonnelles, à compter de ce jour, je m'engage de toutes mes forces à soutenir la campagne internationale qui vise à bannir ces horribles armes de guerre. On se souvient aussi à l'époque de la réaction extrêmement critique qu'avait eu une grande partie de la classe politique britannique. Madame, un ministre a dit que vous étiez un électron libre assez dérangeant en supportant cette cause. Vous avez une réaction ? J'essaie juste d'attirer l'attention sur différents problèmes dans le monde. C'est tout. Malgré les critiques, quelques mois seulement après ce voyage en Angola, 131 pays signent le traité d'Ottawa qui interdit l'utilisation et la production de mines antipersonnelles, traité encore en vigueur à ce jour. Cette avancée majeure est due en bonne partie au retentissement médiatique international que Diana a su conférer à cette cause. Par la communication, elle fait bouger les lignes de façon extrêmement remarquable et bouger les mentalités. Cette propension à médiatiser chaque fait et geste de sa vie, Diana l'emploie aussi bien pour les bonnes causes que pour sa communication personnelle. Diana n'est pas effectivement que l'icône adulée par tout le monde. Elle a bien sûr et sa part d'ombre et sa part de responsabilité aussi dans le tourbillon médiatique. Elle a manipulé les médias, c'est certain, pour exprimer justement sa souffrance. Au début de l'année 1992, c'est sa douleur conjugale que la princesse de Galles révèle subtilement à la presse. Au cours d'un voyage officiel en Inde, Diana pose ostensiblement seule, assise devant le Taj Mahal, donc ce temple magnifique dédié à l'amour. La tête légèrement penchée, les genoux serrés, façon un peu Mater Dolorosa. En plus, elle a choisi volontairement ce jour-là de porter une tenue aux couleurs extrêmement flashy, aux couleurs très très vives en fait, qui témoignent d'une femme déterminée à affirmer sa colère. Comment vous sentez-vous, madame ? C'est une expérience de guérison. Dans quel sens ? Devinez par vous-même. Le message fait mouche. Il est entendu dans le monde entier. Diana se sent seule. Ce moment où elle remet un trophée de polo à Charles et où lui veut l'embrasser, elle esquive son baiser. On voit bien que ça allait très mal quand même. La guerre entre le prince et la princesse de Galles faisait rage. Diana passait ses journées seule au palais de Kensington. L'entourage du prince de Galles lui répétait sans cesse que Charles et Camilla n'étaient que bons amis, qu'il était outrancier et parfaitement infondé d'imaginer autre chose. Et ça la rendait folle furieuse. Elle vivait dans un monde de mensonges où elle connaissait la vérité alors que tout le monde niait. À plusieurs reprises, alors que son mariage se désagrège, Diana va tenter d'aller chercher du réconfort, en tout cas de la compréhension auprès d'Élisabeth II. Il va y avoir des scènes un peu surréalistes. Diana attendait dans une antichambre pendant que la reine s'entretenait avec le Premier ministre. À peine le Premier ministre parti, Diana se précipitait sur la reine. Personne n'avait jamais fait cela avant. Elle se mettait à pleurer en disant « Madame, tout le monde me déteste ». Élisabeth II éprouve une forme de désarroi devant le chagrin, devant la détresse de sa belle-fille. C'est là qu'on voit en fait le gouffre qui les sépare, qui est un gouffre générationnel, mais aussi un gouffre psychologique. La reine ne savait pas comment gérer l'hystérie de Diana. Mais malgré cela, la reine a toujours ordonné à tout le monde de bien traiter Diana, car elle était la mère d'un futur roi. De guerre lasse, incomprise et isolée du reste de la famille royale, Diana décide de dévoiler sa véritable histoire intime, jusque-là inconnue du grand public. Elle se tourne vers le journaliste Andrew Morton, qu'elle connaît à peine, mais à qui elle confie tous ses états d'âme sur des cassettes enregistrées dans le plus grand secret. J'ai été sous le choc. Cela faisait plusieurs années que je la suivais en tant que journaliste et je ne savais rien de tout ce qu'elle dévoilait. En faisant cela, elle mettait sa vie entre mes mains. Andrew Morton
rédige un livre de révélation à partir des enregistrements. La rumeur arrive jusqu'au palais de Buckingham. J'ai demandé à Diana de me regarder dans les yeux et de me dire ce qu'elle savait du livre d'Andrew Morton. Elle m'a répondu « Je n'ai rien à voir avec ce livre, j'en ai entendu parler bien sûr, mais je ne sais rien ». Quelques jours avant sa publication, elle a dit à des amis « Je crois que j'ai fait quelque chose qui va changer ma vie ». Le 7 juin 1992, les Britanniques se précipitent dans les librairies pour se procurer l'ouvrage explosif intitulé Diana, sa véritable histoire. Le livre choc se vend à plusieurs millions d'exemplaires en quelques semaines et plonge la monarchie britannique dans une crise retentissante. Un déballage jamais vu qui révèle au grand jour tous les désordres alimentaires, la mésentente au sein du couple, la tentative de suicide de Diana. Je me suis dit immédiatement « Quelle idiote !» Elle m'a téléphoné le matin même de la publication. Elle semblait totalement paniquée. Elle répétait « Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ?» Et je lui ai répondu « Le mal est fait. Vous ne pouvez plus rien faire d'autre à part peut-être vous servir un whisky et vous saouler. Il n'y a plus rien à faire. » La reine et le prince Philippe convoquent Charles et Diana et leur demandent « Mais qu'est-ce que vous faites ? Il faut calmer la situation. Vous devez prendre du recul et trouver une solution d'apaisement. » Et ils leur ont proposé de se revoir le lendemain. Mais Diana n'est jamais venue. Si Diana avait vécu au Moyen-Âge, on lui aurait coupé la tête. Était-ce une erreur ? Ça n'a pas plu. Mais ce livre a eu le mérite de faire éclater sa vérité. Diana a été la première du milieu royal à tout raconter. Et le livre, c'est quelque chose d'inconcevable. Alors, a-t-elle tort, a-t-elle raison ? Moi, je serais plutôt pour dire qu'elle avait raison. Parce que, de nouveau, c'est s'adapter à notre époque. Aujourd'hui, avec Internet, les portables, tout le monde sait tout et tout. Alors pourquoi pas prendre les devants comme elle l'a fait et tout raconter ? Dans les mois qui suivent, la situation s'envenime. Et le 9 décembre 1992, à l'issue d'une année qualifiée d'annus horribilis par la reine Elisabeth, le Premier ministre John Major fait une annonce officielle aux parlementaires. Le palais de Buckingham annonce qu'avec regret, le prince et la princesse de Galles ont décidé de vivre séparément. Mais leurs Altesses royales ne prévoient pas de divorcer et leur rôle constitutionnel n'en sera pas affecté. Diana ne peut éviter la séparation qu'elle redoutait tant et qui met fin à son conte de fées. Je crois que, fondamentalement, jusqu'au dernier jour, Diana restera amoureuse de son mari. La princesse est conduite explique l'année suivante qu'elle souhaite diminuer ses engagements officiels pour se concentrer sur l'éducation de ses enfants. J'espère que vous aurez l'indulgence de comprendre qu'il me faut prendre du recul et du temps, ce dont j'ai profondément manqué ces dernières années. Ma principale priorité est de continuer à m'occuper de William et Harry, qui méritent de recevoir tout l'amour et toute l'attention que je suis capable de leur apporter. À compter de leur séparation, le prince Charles a très vite compris que les enfants allaient davantage s'amuser en vivant avec elle. Et il lui a dit très bien, si les enfants sont contents, ça me convient aussi. Auprès de ses enfants, après des années de difficultés conjugales, le sourire de Diana illumine à nouveau son visage. Un jour, nous étions dans un parc d'attractions près de Londres. Et tout d'un coup, les princes sont sortis d'une boutique armés de pistolets à eau et se sont mis à m'arroser. Diana hurlait de rire. Mais derrière les rires de la princesse, la guerre se poursuit chez les Windsor. Et quand Diana remet publiquement en doute la capacité de son mari à régner un jour, lors d'une interview qui fait sensation, le sang de la reine ne fait qu'un tour. La reine les a interpellés. Elle leur a dit « Divorcez sur le champ, car vous êtes en train d'abîmer la monarchie. »
À 10h27, le matin du 29 août 1996, un coup de tampon d'un tribunal londonien met officiellement fin au mariage du siècle. Diana reçoit une compensation de 17 millions d'euros, complétée d'une pension annuelle de 700 000 euros. Diana stipule dès alors dans son testament que sa fortune personnelle, estimée en totalité à 20 millions d'euros, sera transmise à ses fils à leurs 30 ans. Une dizaine de millions pour chacun, en fait, à leurs 30 ans. Donc une fortune tout à fait confortable, et pour William et pour Harry. Par son divorce, Diana perd son titre d'Altesse royale. Devenue simplement Diana, princesse de Galles, pour continuer à exister, elle use de son arme la plus aiguisée, son extraordinaire notoriété. Une fois son mariage terminé, elle a eu peur que la cour lui enlève peut-être ses enfants. Je pense que c'était sa crainte. Elle a eu peur d'être isolée, et donc il lui fallait devenir une femme puissante médiatiquement. Et pour attirer la presse, elle l'a nourrie. Elle m'a dit un jour qu'elle était traquée par les médias. Mais si vous les courtisez d'un côté et que vous les repoussez de l'autre, vous ne pouvez pas éviter d'être constamment pourchassés. Si vous leur demandez de vous suivre, vous ne pouvez pas non plus choisir l'heure à laquelle ils le feront. En tant que parent, puis-je vous demander de bien vouloir respecter la vie privée de mes enfants ? Piégée par ses relations ambivalentes avec la presse, Diana est victime d'un tourbillon médiatique oppressant. Elle vivait très mal d'être constamment suivie par les paparazzi, de traverser un aéroport assailli par une dizaine de photographes. Mais c'était le prix à payer de son attitude. En ce début de l'été 1997, Diana, qui vient de fêter ses 36 ans, ne sait pas combien tragique et irréversible sera son tribut. La suite, chacun la connaît. La courte romance avec Dodi, le fils du magnat égyptien Mohamed Al-Fayed. Les photos faussement volées sur le yacht du milliardaire pour assouvir la soif inextinguible de la presse people. La soirée de passage à l'hôtel Ritz, d'où le couple s'échappe dans une automobile conduite par un chauffeur alcoolisé et sous antidépresseur qui roule vers le tunnel du pont de l'Alma, à tombeau ouvert. Pendant 13 ans de protection rapprochée par les services spéciaux de Scotland Yard, la princesse de Galles a parcouru des milliers de kilomètres partout sur la planète. Et jamais une seule fois sa sécurité n'a été compromise. Et en l'espace de cette semaine, sous la protection de Mohamed Al-Fayed, elle est morte. Émouvante et troublante coïncidence, la veille de la mort de Diana, Jacques Azaguri reçoit un pli en provenance du palais de Kensington. C'est un valet qui délivrait un paquet pour moi. Quand je l'ai ouvert, c'était une photo de la princesse avec 3 de mes robes. Elle disait « With lots of love ». C'était presque comme si elle me disait au revoir. Dans les heures qui suivent l'annonce de sa disparition, c'est toute une nation endeuillée qui dit adieu à la princesse de son cœur. On voit les Britanniques accourir de tout le royaume, des montagnes de fleurs se dresser devant les grilles du palais de Kensington. Tout le monde marchait très calmement en silence. L'atmosphère était indescriptible. Les gens avaient le sentiment de la connaître car ils savaient tout d'elle. À mon sens, c'est totalement unique. Il n'y a jamais eu d'équivalent à Diana. Le jour des funérailles de leur mère, les caméras scrutent les visages contris par la tristesse de William et Harry. Le prince Harry a confié tout récemment avoir vécu cette journée comme un profond traumatisme. Il en parle en ces termes. « Ma mère venait juste de mourir et j'ai dû marcher un long moment derrière son cercueil, entouré par des milliers de gens qui me regardaient, pendant que des milliards en faisaient de même à la télévision.
Je ne crois pas qu'on devrait demander à un enfant de faire ça, quelles que soient les circonstances. Et je ne crois pas que la même chose pourrait se produire aujourd'hui. Et d'être sous les yeux du monde entier, de ne pas pouvoir être seul une minute pour pouvoir pleurer tranquillement. Je pense qu'au fond de leur cœur, ils garderont cette épouvantable expérience. Aujourd'hui, William et Harry sont guidés par la volonté de faire rayonner le meilleur de l'héritage de leur mère et de se protéger des dangers de la surmédiatisation. 20 ans après ce drame intime, les princes ont tiré les leçons des erreurs du passé. Ils détestent les médias. Ils les tiennent pour responsables de la mort de leur mère, ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs. Et même s'ils sont très bien élevés, ils n'aiment pas la presse. Aujourd'hui, plus personne n'a accès à William et à Kate. Ils sont totalement sanctuarisés de la presse. Il n'y a que ce qu'on appelle en anglais des photo opportunities, avec des photographes qui les prennent en photo. Ils ne donnent quasi jamais d'interviews, on ne les voit jamais, on n'a aucun accès aux gens qui les entourent. Ça, c'est nouveau. Chez William, il y a une volonté très claire, très affirmée de protéger sa vie d'homme, sa vie de père, sa vie privée, pour le bien de sa famille, de ses enfants. Je me concentre totalement sur mon rôle de père. Je prends très au sérieux mes devoirs et mes responsabilités envers ma famille. Et je veux offrir à mes enfants la meilleure éducation possible. Nous sommes une famille normale, vous savez. J'aime mes enfants de la même façon que les autres pères. Je pense que George m'aime comme n'importe quel enfant aime son père. Nous avons encore du temps avant de faire réaliser à George quel sera son rôle dans le futur. Mais pour le moment, nous voulons surtout lui assurer un environnement stable et aimant. Le prince William a trouvé chez les Middleton l'harmonie, la stabilité, la complicité au sein d'une même famille que lui n'avait jamais connue étant enfant. La reine doit probablement se mettre à genoux tous les soirs et dire « Merci mon Dieu pour les Middleton. Ils ont parfaitement élevé cette jeune femme charmante et très équilibrée grâce à leurs valeurs familiales solides. Et c'est sans doute la raison pour laquelle Kate remplit si bien son rôle. » Je sais que j'ai eu de la chance. Mes parents ainsi que mes professeurs m'ont assuré une enfance merveilleuse, très équilibrée. Je me suis toujours sentie aimée, valorisée et écoutée. Mais beaucoup d'enfants ne sont pas aussi chanceux. Je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi pour affirmer que les enfants méritent tous qu'on leur donne du temps, de l'attention et de l'amour. En multipliant les actions caritatives en faveur des enfants, la duchesse de Cambridge semble marcher dans les pas de sa belle-mère, malgré un cheminement personnel que tout oppose. Rien dans leur milieu, dans leur histoire personnelle n'est semblable. Kate est quelqu'un de très posé, de très réfléchi, de très stable psychologiquement. On a beaucoup parlé de l'ombre de Diana qui aurait pu écraser la jeune duchesse de Cambridge, mais son exemple, son modèle était évidemment impossible à égaler. Kate, elle, correspond parfaitement à l'époque dans laquelle nous vivons, une époque ultra médiatisée. C'est une jeune femme qui est clairement dans une forme de contrôle de l'image. Comment cette famille royale s'est-elle si bien adaptée au XXIe siècle? Comment est-elle devenue plus populaire que jamais? Je pense que ce que sont devenus William et Harry aujourd'hui n'est que le résultat d'un long processus de modernisation de la monarchie initié par Diana dans les années 80 et 90. La monarchie est devenue bien plus informelle depuis la mort de Diana, bien plus accessible et chaleureuse. En 2007, 10 ans après la mort de son ex-belle-fille, Élisabeth II fera même part de son affectueux souvenir envers Diana à l'occasion de l'inauguration de la fontaine créée en sa mémoire à Hyde Park dans Londres. Je ne peux pas oublier, ainsi que ceux qui l'ont connue personnellement comme une sœur, une épouse, une mère ou une belle-fille, que Diana a profondément marqué nos vies. Bien sûr, il y eut des moments difficiles, mais le temps en faisant son œuvre a tout adouci. Je me souviens surtout du bonheur qu'elle a donné à mes deux petits-fils. Particulièrement affectée par le sort de ses petits-fils orphelins, la reine Élisabeth entretient une étroite complicité avec eux. Harry
partage en particulier avec son auguste grand-mère le goût de la chose militaire. Depuis qu'il est enfant, il a toujours souhaité être soldat. C'est le seul membre de la famille royale à avoir combattu en Afghanistan. À la suite de ses expériences sur le front et en digne successeur de sa mère, attentive au sort des êtres les plus fragiles, en 2014, Harry lance les Invictus Games. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'accueillir le prince Harry. Les Invictus Games, c'est une grande compétition sportive, exclusivement réservée aux militaires blessés en opération. Et pour promouvoir ce championnat à l'échelle planétaire, le prince Harry n'hésite pas à faire appel à son illustre entourage. Un message. C'est Michel. Ça a l'air amusant. Vous voulez qu'on regarde ensemble? Oui. Alors, prince Harry, vous nous défiez de participer aux Invictus Games? Gare à vos challenges. Bon, vraiment, allons. Ça a été un véritable événement que de voir la souveraine participer à ce clip avec son petit-fils au profit des Invictus Games, qui d'autre que Harry aurait pu réunir dans un même spot télévisé la reine Elisabeth et le couple Obama. C'est un exploit. L'une des forces des princes William et Harry, qui avait été celle de leur mère autrefois, c'est de savoir parfaitement allier décontraction et solennité dans leurs fonctions officielles. Le couple royal et le prince Harry symbolisent l'unité de la nation. Ça, c'est le rôle de la monarchie, mais ils sont de leur génération. Son rôle de futur héritier de la couronne d'Angleterre, le duc de Cambridge l'endosse quotidiennement, aux côtés de son épouse Kate, au Royaume-Uni et lors de ses déplacements à l'étranger. À la manière d'ambassadeur de charme, comme le fut en son temps Diana, lors de ses nombreux séjours officiels à Paris, le couple royal a effectué une visite remarquée dans notre capitale à l'occasion du lancement de l'opération intitulée « Les voisins » en mars dernier. De la part de Catherine et moi-même, nous sommes tout à fait ravis d'être à Paris et d'être parmi vous ce soir. Et pardonnez-moi si je continue dans la langue de Shakespeare. Les voisins, c'est un programme qui célèbre les liens entre nos deux pays. Les liens très personnels, les liens familiaux. Ils sont allés aux Invalides, par exemple. Ils ont vu des militaires français qui ont été blessés. Et j'ai vu la manière dont ils parlaient à ces militaires et la connexion entre eux et les personnes. C'était très, très frappant et très impressionnant. Guidé par cette empathie naturelle héritée de sa mère, le prince William apprend à tenir son rang auprès de sa grand-mère, intransigeante quand il s'agit de se présenter devant les sujets de Sa Majesté. Comme cette scène assez rigolote qui s'est déroulée il y a quelque temps au balcon du palais de Buckingham le jour de Trooping de Colour, quand William s'est accroupi à côté de son fils, le prince George, pour lui montrer quelque chose, et où elle lui a discrètement donné un petit coup de main en lui disant « Relève-toi William, mets-toi debout ». Voilà, donc on a bien senti ce jour-là toute l'affection, toute la complicité qui l'unissait à lui, et on voit bien aussi qu'elle guide, qu'elle modèle. Elle est surtout pour lui qui un jour est appelé à devenir roi. La reine a un sens du devoir, une tolérance, une dévotion aux autres qui sont des qualités très importantes pour moi et qui me guident. La reine me montre ce qu'un beau monarque peut être. Ça a été très inspirant d'avoir pu grandir en l'observant de si près. Et quand le moment viendra, je serai entièrement prêt à remplir mon rôle. Mais l'heure n'est pas encore venue. Dans sa 66e année de règne, Élisabeth II est le monarque ayant régné le plus longtemps sur le Royaume-Uni. Nul doute que Diana aurait été fière et émue en regardant ce cliché historique de son fils et de son petit-fils aux côtés d'Élisabeth II, figure d'exemple pour 3 générations de futurs rois. Pour assister sa grand-mère dans ses engagements officiels, le prince William s'installe ces jours-ci avec sa famille au palais de Kensington, qui fut la résidence de Diana. C'est là qu'il a grandi avec son frère, et c'est là que les princes ont souhaité rendre un hommage floral à leur mère.
L'idée de redessiner le jardin du palais est née de nos discussions avec les jardiniers qui travaillaient ici du temps de la princesse Diana. Ils nous ont dit qu'elle aimait beaucoup s'y promener pour profiter des fleurs. Ça fait 30 ans que je travaille dans ce jardin et je me souviens très bien de la princesse venant parfois très tôt le matin. Elle me disait bonjour et me complimentait sur le nouvel agencement des plantes que nous changions régulièrement. Nous avons choisi de planter principalement des fleurs blanches et majoritairement des myosotis, car on sait que c'était ses fleurs préférées. Avec ce jardin érigé à la manière d'un majestueux bouquet blanc, symbole d'une paix retrouvée, les princes William et Harry saluent en cette année de commémoration la mémoire de celle qu'ils chériront toute leur vie. Nous pensons à elle tous les jours et nous ferons tout ce que nous pouvons pour être certains qu'elle ne soit jamais oubliée. Que tout le monde se souvienne de ses qualités fantastiques et de ses engagements admirables. De là où elle est, j'espère qu'elle nous regarde avec émotion, qu'elle est heureuse de ce que nous faisons de nos vies. Je suis sûr qu'elle aimerait que j'ai des enfants à mon tour pour être grand-mère une nouvelle fois. J'espère de tout mon cœur qu'elle est vraiment fière de ce que nous accomplissons dans notre vie publique et notre vie privée, William et moi. Diana aurait eu 56 ans cette année. On ne saura jamais la vie qu'elle aurait menée aujourd'hui, mais sans doute aurait-elle été comblée par le bonheur et l'équilibre familial de ses enfants, elle qui en a tant manqué. Une chose est certaine, 20 ans après sa disparition bien trop prématurée, ses combats et ses engagements auprès des plus faibles se perpétuent, tandis que pour des millions de gens à travers le monde, son inspirante bienveillance demeure associée à la candeur de son sourire éternel.